avec ça, vous faites... Vous commencez. Je commence. Il faut appuyer là-dessus. Voilà. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je m'appelle André Bourgeot, je suis anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Et donc, c'est la deuxième fois que je viens ici. Je crois que l'année dernière, c'était à peu près la même époque, ça devait être janvier ou février. Il faisait déjà un peu froid, on était bien au chaud ici. Donc je suppose que vous êtes aussi ici parce qu'il fait meilleur que dehors. Donc je vais essayer de vous garder pendant 1h30, m'a-t-on dit, en vous parlant de démocratie. Donc j'ai organisé cette conférence autour de 3 points. D'abord, c'est fondé sur une problématique que je vais développer tout à l'heure. Je ferai référence à la notion de démocratie non pas comme étant un en soi, parce que j'essaierai de montrer qu'à chaque fois, derrière démocratie, on y ajoute toujours un qualificatif. Et que ce qualificatif renvoie tout le temps à des formes d'organisation politique. Si vous voyez, j'aurai une approche historique de ce qu'est la démocratie en fonction de différentes sociétés. Bon, je pense que je consacrerai à ça 10 minutes, un quart d'heure, parce que ce n'est pas l'objet fondamental de cette conférence. Ensuite, je parlerai de la démocratie en France avec ses visées universalistes et son glissement, voire sa dérive vers des formes de démocratie identitaire. Je vais m'expliquer sur ce glissement entre démocratie universaliste qui renvoie à une conception républicaine de la démocratie et le glissement vers la démocratie identitaire en citant quelques points majeurs de la politique actuelle qui fait en sorte qu'il y a ce glissement et cette dérive. Ça veut donc dire que pour moi, le domaine politique ne peut pas s'appréhender en dehors d'une réflexion de nature sémantique. Les mots ont un sens. Malheureusement, actuellement, on a tendance à oublier le sens des mots, mais les mots recouvrent des réalités et je ne veux pas faire du fétichisme des mots, mais je consacrerai un certain nombre de temps et une analyse fondée sur la sémantique avant de déboucher, puisque c'est ça un des objectifs de cette conférence, sur la situation qui a prévalu en Libye et qui prévaut encore actuellement. Donc voilà les 3 points que j'aborderai. Il m'arrive quelquefois de perdre le fil conducteur de l'exposé. Donc si je le perds, ne soyez pas surpris, mais ça ne dure pas très très longtemps parce qu'après ça revient. Enfin j'espère. Voilà. S'il y a des choses qui vous paraissent pas claires ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne me gêne pas que vous me coupiez la parole. L'expression n'est pas bonne parce que généralement quand on dit couper la parole, ça a un sens péjoratif. Mais que vous me disiez, attention, il y a un truc qui ne va pas, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça instaure tout de suite une relation avec vous et c'est quelquefois plus agréable que de faire simplement un exposé et ensuite passer à un débat. Donc si j'ai bien compris, il y a 1h30, je vais parler à peu près pendant 1 heure. Alors, la notion de démocratie, comme je le disais tout à l'heure, on y accole toujours quelque chose derrière. On parle de démocratie antique, on parle de démocratie chrétienne, bien connue bien sûr en Italie. On parle de démocratie directe, on parle de démocratie participative, on parle de démocratie représentative, on parle de démocratie populaire. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois, ça renvoie à des formes d'organisation et de gestion du politique. Donc ce n'est pas le sens classique de la démocratie, qui est le sens moderne du terme, qui est le gouvernement par le peuple, pour le peuple et issu du peuple. Je l'aborderai aussi bien sûr, mais cette notion n'est pas réductible à cette situation. Autrement dit, la notion de démocratie renvoie toujours aussi à un système économique et aux modalités d'organisation du politique dans la gestion de l'économie. Ça veut dire que sur le plan de la problématique, je ne dissocierai pas les deux. Voilà donc pour ces différents aspects de la démocratie. J'aborderai aussi le problème de la démocrature, en disant ce que j'entends par démocrature. Ce n'est pas un terme que j'ai créé, c'est un terme que j'ai trouvé probablement dans une lecture d'un écrit qui a été fait par Emmanuel Todd, mais qui montre bien aussi ce glissement sémantique et politique de la démocratie française. Je ne fais pas référence à l'ouvrage de Giscard d'Estaing, mais cette dérive qui existe actuellement. Voilà sur le premier point.
Le deuxième point, j'aborderai aussi le problème de la démocratie dans les sociétés non industrielles, sociétés donc pré-industrielles, sociétés qui sont souvent caractérisées comme étant relevant de l'organisation politique clanique, voire tribale. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il existe aussi des organes, des instances non isolées, parce que le politique dans ces sociétés-là n'est pas autonome par rapport au reste des autres éléments qui caractérisent la société, à savoir la religion, à savoir l'économique, à savoir le rituel, à savoir la parenté. Donc une des caractéristiques de ces sociétés pré-capitalistes ou pré-industrielles est que le politique n'a pas d'autonomie par rapport aux autres aspects qui caractérisent globalement la société. Ce qui veut donc dire que la démocratie, dans ce cas-là, elle est conditionnée par les rapports sociaux qui régissent la relation des individus. Généralement, en Afrique, c'est bien connu, on parle de démocratie de type consensuel, c'est-à-dire le consensus joue le rôle de régulation des contradictions dans les sociétés, mais pas simplement de régulation, aussi de transfert des contradictions dans le temps, justement pour éviter de les appréhender. Et dans un système démocratique consensuel, une de ses caractéristiques, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir organisé, puisque justement un des objectifs, c'est d'éviter l'émergence des contre-pouvoirs pour éviter le conflit. C'est ça, une des fonctions du consensus. Parce qu'il n'y a pas d'expression réellement contradictoire organisée. Donc, mais ça peut être aussi une forme d'expression démocratique, puisque l'expression est relativement libre. Je dis relativement libre parce que le droit à la parole n'est pas accordé à tout le monde dans ce type de société, puisque c'est aussi hiérarchisé en fonction de la position dans la parenté, en fonction de l'âge. Le rôle de l'âge intervient beaucoup dans les conditions de prise de parole. Donc, de notre point de vue à nous, ça paraît quelque chose de pas très démocratique, voire d'antidémocratique, puisque la démocratie au sens non pas occidental, mais au sens où on l'entend dans le système qui nous régit actuellement, un de ses objectifs et un de ses fondements majeurs, c'est l'égalité, quel que soit l'âge l'âge que l'on a, ce qui n'est pas le cas dans ce type de société, puisque les relations entre les aînés et les cadets régissent la relation des individus. Ça veut donc dire aussi que les processus d'individualisation ne sont pas les mêmes que dans nos systèmes. Or, la démocratie de type occidental régie par le système capitaliste est fondamentalement axée sur l'individu. C'est un deuxième point sur lequel je voudrais insister. Donc cet aspect démocratique consensuel est encore actuellement en œuvre dans certaines instances, notamment dans les sociétés africaines, et une de ses fonctions, en tout cas de mon point de vue, est de masquer un certain nombre de divergences, un certain nombre d'oppositions et un certain nombre de contradictions, d'où le fait qu'on a toujours recours à ce qu'on appelle le palabre. Le palabre a une fonction aussi de régulation, et donc comme toute fonction de régulation, c'est aussi la fonction de la démocratie, on peut donc dire aussi que la recherche du consensus fait partie de pratiques démocratiques qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Ça, c'est autre chose. Ça ne clarifie pas les choses, ou ça les clarifie, c'est selon. Mais en tout état de cause, c'est la capacité d'une expression. Ensuite, ça c'est la première partie. La deuxième partie, j'établirai une distinction entre la démocratie politique et la démocratie économique. Cette distinction, je vais expliquer pourquoi j'établis cette distinction. Là, cette fois-ci, je fais référence aux formes démocratiques en France, où on peut se prévaloir d'une démocratie politique dans la mesure où, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis maintenant, dans la mesure où la démocratie est l'exercice du pouvoir par le peuple, donc c'est la souveraineté du peuple. Ça renvoie à la démocratie de type politique, représentative, partisane à travers les partis, etc., etc. Mais je peux observer, tout comme vous, qu'au niveau de la démocratie économique, j'aimerais qu'on me dise où il y a une démocratie économique dans les entreprises actuelles. Si je dis ça, je pose la question suivante: où est la souveraineté des salariés, des employés dans les entreprises?
Donc il y a une différence quand même assez sensible entre la démocratie qu'on pourrait appeler formelle en ce qui concerne tout ce qui relève du politique et l'absence de démocratie économique, puisque les décisions sont prises par les dirigeants, par les chefs d'entreprise, par les propriétaires d'entreprise, mais certainement pas par les salariés. Donc là, on arrive à une contradiction qui est quand même assez spécifique au système, puisque souveraineté formelle au niveau politique, à travers la démocratie représentative, à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc., la liberté d'expression, les médias, etc. Donc on voit bien que ce n'est pas du tout le cas en ce qui concerne la dite démocratie économique, qui demeure un enjeu politique. J'allais dire qui demeurait un enjeu politique, puisque au vu de la campagne présidentielle qui commence à être engagée, j'ai entendu très peu de discours, voire pas du tout de discours, sur la nécessité d'introduire ou de réintroduire la démocratie économique. C'est un petit peu regrettable, parce que c'est quand même un enjeu extrêmement important quand on voit les conditions et les modalités de prise de décision politique qui régissent l'économie. Donc, cette absence de démocratie économique, encore une fois, me semble être la caractéristique du système dans lequel on est. Parallèlement à cette contradiction, les régimes qui se réclamaient autrefois du socialisme, à savoir l'Union soviétique et les pays satellites de l'Union soviétique, eux ont eu recours à cette notion de démocratie populaire, où le peuple était censé exercer sa souveraineté, je dis bien censé, j'insiste sur l'aspect censé, exercer sa souveraineté politique et sa souveraineté économique. Bon, on a vu ce que ça a donné, on a vu aussi ce que c'était au niveau de la direction des partis, au niveau de la direction des partis communistes qui prenaient les décisions, et ensuite les décisions étaient appliquées par les salariés, que ce soit dans les kolkhozes ou dans d'autres choses. Tout ça pour vous dire que la démocratie populaire avait quand même la réflexion qui doit se poser sur l'expression démocratie populaire nécessite des réflexions de nature politique qui ont été faites, mais peut-être pas quand même jusqu'au bout, parce que ça repose le problème du multipartisme, alors que dans les démocraties populaires, le multipartisme n'existait pas. Donc c'est quand même un problème extrêmement important. Alors, toujours pour continuer sur la démocratie en France et sur ce glissement de la démocratie universaliste qui caractérise la France. Je crois que c'est une des caractéristiques de la démocratie française, cette démocratie universaliste à travers la gestion du politique sous sa forme républicaine. Et là, de mon point de vue, on assiste à plus qu'un glissement, disons à peu près depuis 2006-2007, vers une démocratie identitaire qui est basée, selon moi, sur trois aspects, sur l'ethnie, sur la race et sur la religion. Donc c'est un caractère ethnique qui ne renvoie pas. Si on a recours à l'ethnie, la race et la religion, c'est quelque chose, ces trois aspects qui n'ont pas de finalité et d'objectif universaliste qui est la caractéristique de la démocratie française à travers ces trois notions, égalité, liberté et fraternité. Alors, ethnie, race et religion. On voit bien actuellement, disons notamment depuis 2 ans, qu'il y a une sorte d'hostilité, je pèse mes mots, d'hostilité envers l'immigration, mais pas n'importe quelle immigration. C'est l'immigration des non-européens. D'où le caractère un petit peu ethnique qui existe au niveau de l'immigration et qui est quand même assez proche des points de vue et des analyses proches de l'extrême droite, et je ne citerai personne. Donc, hostilité envers l'immigration des non-européens, je crois que c'est important qu'on souligne les non-européens, et ça me permet de faire la transition sur le fait que cette hostilité, elle se manifeste aussi par la désignation de boucs émissaires. Et ces boucs émissaires, c'est pas n'importe lesquels. C'est essentiellement des boucs émissaires arabes, noirs, les Roms. Vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé au niveau des Roms il y a
6-7 mois, 5 mois, quelque chose comme ça. Les jeunes des banlieues, où on globalise, toutes les banlieues un petit peu 9 cubes, comme on dit, quand on est un petit peu malin, on ne dit plus 93, on dit 9 cubes. Donc toute cette globalisation, toute cette présentation négative de boucs émissaires, instrumentalisés bien sûr politiquement, et même quelquefois les fonctionnaires. C'est un aspect quand même un peu nouveau depuis 2007. Depuis 2007, les fonctionnaires aussi deviennent des boucs émissaires. Ce qui me permet de faire et c'est pas fini. Même peut-être s'il y a un changement de personne, c'est pas impossible non plus que les fonctionnaires ne soient pas considérés comme étant des boucs émissaires, mais bon, peut-être pas très bien considérés non plus. Donc désignation de boucs émissaires, hostilité envers l'immigration. Et tout ça a été quand même institutionnalisé, j'insiste sur l'aspect institutionnalisé de ces deux aspects-là, à travers la création d'un ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale. Donc ces deux aspects-là, c'est pour ça que ça présente un caractère grave à partir du moment où c'est complètement institutionnalisé à travers la création d'un ministère. Rappelez-vous tous les débats qu'il y a eu sur l'identité nationale. Ensuite, j'avais fait référence à la religion. Certains discours de l'hôte de l'Élysée, à plusieurs reprises, a eu recours aux racines chrétiennes de la France. Parallèlement à ça, discours contradictoire, la France est un pays laïque quand on veut dénigrer l'islam. Mais dans ces racines chrétiennes, la notion de laïcité n'intervient plus. Quand même, quand on a recours aux racines chrétiennes de la France, c'est quand même assez significatif, comme quoi la religion devient un critère qui n'a plus une dimension universaliste. Ça renvoie aussi sur le plan international sur le problème de la Turquie, de l'intégration de la Turquie au sein de l'Europe. Ensuite, la stigmatisation de l'islam, la globalisation sur l'islam. L'islam est assimilé globalement à l'islam politique, au salafisme et puis au mouvement djihadiste. Bon, donc ces cinq aspects-là, hostilité envers l'immigration, bouc émissaire, désignation de bouc émissaire, création d'un ministère, rappel des racines historiques, des racines chrétiennes de la France et la stigmatisation de l'islam sont pour moi 4 critères et 5 critères qui illustrent, qui concrétisent le glissement, c'est même plus qu'un glissement de la démocratie universaliste vers la démocratie identitaire, voire communautariste. Donc on voit bien qu'il y a des formes d'idéologie communautaire qui sont en train de se mettre sur pied. Je vais citer maintenant quelques éléments qui caractérisent la démocratie universaliste et la démocratie identitaire. Pour la démocratie universaliste, on a une unité fondamentale du genre humain. C'est ce que j'ai repris tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité, c'est la grande unité fondatrice de la liberté universaliste. Parallèlement à ça, ou à l'encontre de ça, la démocratie identitaire, qui est fondée, comme j'ai essayé de le présenter avec les critères que j'ai avancés tout à l'heure, fondée sur la discrimination, la ségrégation, le communautarisme et l'isolement. On le voit quand même assez souvent dans la manière dont les médias, notamment la télévision, relatent les faits divers. Ça se voit au quotidien. Ensuite, c'est l'appartenance à une classe sociale. Alors que dans le cas de la démocratie identitaire, c'est plutôt l'appartenance au corps social sur des critères raciaux, ethniques et religieux, comme je l'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est quand même des différences fondamentales et je dirais même une dérive de notre démocratie. Un autre aspect de la démocratie universaliste que tout le monde reconnaît, les politologues, les historiens, etc., c'est le recours à la lutte de classe, l'organisation de la société en classe. Ça fait partie aussi de la démocratie universaliste. Face à cette lutte de classe, on désigne des boucs émissaires. La désignation et la catégorisation de boucs émissaires n'a plus rien à voir avec l'organisation sociale fondée sur les classes. Lutte ou pas lutte, mais elle est fondée sur les classes. Donc là aussi, une dérive très sensible. Autre aspect de la démocratie universaliste,
l'inégalité économique et sociale qui sont combattues. Toujours dans cette conception d'égalité, fraternité et liberté. Donc on combat les inégalités économiques. J'ai essayé de montrer tout à l'heure qu'il n'y avait pas de démocratie économique. Même s'il y a des intentions de lutter contre les inégalités, on voit bien qu'il n'y a pas de souveraineté populaire au niveau de la gestion des entreprises. Face à ça, la démocratie identitaire accepte totalement les inégalités économiques et les inégalités sociales. Autre aspect, je l'ai abordé tout à l'heure, de la démocratie universaliste, le caractère de la laïcité. Il y a eu quand même de grands discours, de grands débats à propos de la laïcité, et à ça, on oppose les racines chrétiennes de la France. Ensuite, à propos de la sécurité, en démocratie universaliste, il y a des politiques de prévention en matière de sécurité. Dans le cadre d'une démocratie identitaire, c'est une répression sécuritaire contre, c'est pas moi qui ai inventé les expressions, l'expression que je vais utiliser, les mots que je vais utiliser sont ceux de l'hôte de l'Élysée, puisqu'il fait référence à la racaille et au karcher. Donc vous voyez, la dérive identitaire, elle est très forte, y compris au niveau du vocabulaire. C'est la raison pour laquelle, au début de l'exposé, j'ai fait référence à la nécessité de prendre en compte et d'analyser la sémantique et comment la sémantique recouvre aussi une idéologie. J'en veux pour preuve, tout simplement, disons que depuis une dizaine d'années, quand dans le métro ou autre part il y a quelque chose qui se passe, on ne dit plus la grève, on dit mouvement social. Le mouvement social, c'est quand même très différent de la grève. Donc tout ce glissement, il fait partie quand même d'un tout qui fait en sorte qu'il y a une réorganisation de l'idéologie qui vise aussi à masquer les réalités. Tout à l'heure, je faisais référence à la lutte de classe. On ne parle plus on parle maintenant de technicien de surface. Le vocabulaire dans les entreprises, c'est plus ouvrier spécialisé, c'est plus manœuvre, etc., qui était un vocabulaire issu justement aussi du vocabulaire politique de la lutte de classe et du vocabulaire qui participait, qui était ce vocabulaire qui était utilisé par les partis politiques, notamment les partis de gauche, et par les syndicats. Tout ça se passe à la trappe. Globalement, ça passe à la trappe depuis, grosso modo, une dizaine d'années. Donc voilà pour ce glissement, cette dérive d'une démocratie formelle à visée universaliste, généreuse, etc., qui se transforme en démocratie identitaire en l'espace quasiment de 4, 5, 6 ans, quelque chose comme ça. Et ça, c'est quand même quelque chose d'inquiétant. Je ferai la transition sur les printemps arabes et sur la Libye, en ayant recours à cette notion que j'ai avancée tout à l'heure, qui est celle de démocrature ou de dictocratie. C'est un peu des mots un peu barbares, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qu'est-ce que j'entends par démocrature ? Par démocrature, j'entends que dans l'organisation sociale et politique de la société demeurent tous les aspects qui relèvent de la démocratie universaliste, à savoir la Constitution, la liberté d'expression, quoi encore, oui, liberté d'expression, j'ai un trou, excusez-moi. Enfin, tout ce que j'ai décrit tout à l'heure existe encore dans la démocrature, si ce n'est que les décisions ne sont pas prises d'une manière collective. Bon, il y a tellement d'exemples qui vont dans ce sens. L'hôte de l'Élysée, je m'excuse de recourir souvent à l'hôte de l'Élysée, mais ça fait partie de notre quotidienneté politique, et donc je suis bien obligé de me référer au discours du pouvoir en place. Quand il y a des problèmes conflictuels ou pas conflictuels, c'est lui qui prend les décisions, qui sont bien sûr des décisions de promesse mais jamais appliquées, et c'est quand même un élément nouveau qu'un président de la République prenne des décisions sur des conflits locaux, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a une petite dérive vers l'application et l'exercice d'un pouvoir qui est personnel et qui prend des décisions, d'où ce nouveau terme de dictocratie qui dicte des décisions
Et j'en veux pour preuve, ce sera la transition qui me permettra d'aborder le problème en Libye. Qui a pris la décision de l'intervention militaire en Libye? Qui a donné l'ordre, je dis bien, a donné l'ordre au chef d'état-major des armées françaises d'intervenir militairement en Libye? C'est l'hôte de l'Élysée. Donc ça fait quand même quelque chose qui est extrêmement important quand on voit les conséquences de cette décision sur la Libye. Voilà. Donc d'où un argument de poids cette fois-ci sur la dictocratie et la démocrature, d'autant que l'intervention militaire, comme d'ailleurs la présence militaire française en Afghanistan, n'a pas été précédée par un débat à l'Assemblée nationale. En ce qui concerne l'intervention militaire en Libye, ça se justifie, ce n'était pas anticonstitutionnel, puisque la Constitution actuelle prévoit que les possibilités pour l'armée française d'intervenir sans passer par l'Assemblée nationale, sauf au bout de 4 mois. Au bout de 4 mois d'intervention militaire française à l'extérieur, il faut qu'il y ait débat à l'Assemblée nationale, et c'est effectivement ce qui s'est passé en ce qui concerne l'intervention en Libye. Deuxième point, premier point pour caractériser, fait majeur pour caractériser cette dérive vers la dictocratie. Bon, je ne veux pas utiliser un autre terme parce que ça ne conviendrait pas, et donc vers cette démocrature, c'est que cette intervention militaire française en Libye a précédé l'intervention de l'OTAN de 15 jours. J'ai les preuves, j'ai publié un article que j'ai intitulé « Sahara de tous les enjeux » dans une revue de géopolitique qui s'appelle Hérodote, que vous pouvez vous procurer quand vous voulez. J'ai cité les faits, les décisions, les références, etc. Ça intervient avant la décision de l'ONU de faire intervenir l'OTAN. Donc, quelque part, c'est fait quand même aussi, là, un peu froid dans le dos. D'autres pays cette fois-ci, où la dictocratie est institutionnalisée, je vais citer une liste de pays, les USA, contrairement à ce que vous pensez. Il ne faut pas oublier non plus que la démocratie aux États-Unis s'est fondée sur des critères raciaux. C'est sur des critères raciaux qu'il y a une cohérence démocratique à travers les Blancs. Il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là. Ça me permet aussi de faire référence à la démocratie grecque qui est présentée souvent comme étant un modèle de démocratie. Mais je rajouterai immédiatement que les esclaves, les parias et les étrangers n'avaient pas le droit de participer aux instances démocratiques. Je crois qu'il ne faut pas trop fantasmer sur la nature égalitaire de la démocratie grecque. Donc les politologues considèrent que les États-nations qui sont sous le régime de la démocrature sont les USA, la Russie de Poutine, bien sûr, ça peut paraître une évidence. Autre, cette fois-ci, ce n'est pas un pays, mais c'est quand même intéressant, ils considèrent que le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est ce qui nous régit, c'est ce qui dit, ce qui légitime l'intervention militaire, Conseil de sécurité des Nations Unies, participe de la dictocratie. Et si on voit effectivement la composition des États qui siègent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est loin d'être une démocratie dans ses aspects d'égalité, puisque tous les pays n'y siègent pas en ce qui concerne le Conseil de sécurité. Autre instance non négligeable, classée comme relevant de la dictocratie ou de la démocrature, est la Commission européenne et les institutions européennes issues de Maastricht. Donc ça veut dire que sur le plan européen, on est régi, on est gouverné par ces instances. Et ensuite, bien sûr, certains pays d'Afrique et d'Asie, ça va de soi, et je rajouterai un peu le glissement, la dérive dont je viens de parler, qui est la dérive française. Pour vous citer les pays classés comme tels, c'est pas moi qui les classe, hein, c'est les politologues qui les classent comme ça. Je reviens maintenant sur l'intervention militaire en Libye, en signalant une deuxième chose qui est pour moi fondamentale et dont on n'a pas parlé. Cette intervention militaire en Libye résulte, je dis bien, résulte de l'accord ou de traité de défense franco-britannique qui a été signé en novembre 2010.
vous pouvez reprendre la presse française ou algérienne ou tout ce que vous voulez, et vous verrez que l'intervention militaire franco-britannique renvoie effectivement à cet accord de traité, qui était cet accord de défense. Je ne sais pas si on dit accord de défense ou traité de défense, je n'en suis pas certain. Il y a une nuance probablement juridico-politique entre accord et traité, qu'importe, pour moi c'est secondaire. C'est qu'il y a eu cet accord ou traité de défense franco-britannique en novembre 2010 et manœuvre franco-britannique en mars 2011, donc en plein moment où il y avait intervention militaire de l'OTAN en Libye. C'est important à mentionner parce qu'on n'a pas fait référence à ça, on n'a pas fait référence au fait que l'intervention, voire l'invasion, était préméditée. On a toujours avancé, la presse, toutes les presses, vous savez bien, toutes les presses ont avancé, légitimé l'intervention militaire sur des bases humanitaires, partout. Je me mets au défi de trouver une presse qui n'a pas dit que ce n'était pas sur des bases militaires pour légitimer l'intervention militaire. On a même avancé, comme une certaine presse le fait d'habitude, qu'il y avait eu 15 000 morts. Bon, moi si je veux, je publie un article dans la presse, je dis c'est pas vrai, c'est pas 15 000, c'est 20 000. Aucune démonstration, aucune preuve sur les faits avancés. C'est quand même aussi inquiétant pour l'expression de la presse et sur la liberté de la presse. Ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez avancer tout ce que vous voulez. On n'a plus les moyens de vérifier ce que dit la presse. Plus du tout. On est complètement dessaisi de cette volonté, de cette envie, de vérifier. Et c'est au nom de l'humanitaire que l'intervention militaire, cette fois-ci, a été faite en Libye. Alors, il y avait tous les ingrédients qu'il fallait. Hein. Il y avait Kadhafi dictateur, Kadhafi sanguinaire, etc., ce qui n'est pas faux. Mais je reviendrai aussi là-dessus, la manière dont on a fait la propagande sur Kadhafi, qui a été quand même reçue comme un grand sultan, un grand homme d'État, à qui on a permis de mettre sa tente bédouine dans les jardins d'Élysée. Bon, c'est quand même pas non plus négligeable de mentionner ce genre de choses. Bref, quoi qu'il en soit, les conditions de l'intervention sont celles que j'ai décrites, et encore une fois, si quelqu'un, pas particulièrement vous, mais les spécialistes sont susceptibles de contredire ce que j'ai écrit, j'écoute. En tout cas, l'article est sorti en novembre 2011 et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de démenti sur les faits que j'ai cités et les références citées. Donc, voilà. Je n'ai encore rien dit sur les modalités d'organisation du politique en Libye. Donc, c'est quand même l'objet de cette conférence-là, c'est l'objet de la démocratie en Libye. Kadhafi prend le pouvoir en 1969 à l'issue d'un coup d'État. Bon, à l'époque, le jeune officier, je crois qu'il était capitaine ou commandant ou quelque chose comme ça, il se réclame du nasserisme. 1969, c'est le grand engouement du nasserisme, remplacez-vous dans le contexte de l'époque. Et c'est en 1977 auparavant, il faut quand même signaler que la Libye est un grand producteur de pétrole et de gaz. Et qu'au niveau de l'Afrique, c'est le deuxième pays africain en termes de réservoirs de pétrole, après le Nigeria. C'est pas n'importe quoi, la Libye. En 1977, il crée l'ouvrage fondamental de la gestion du politique en Libye, à savoir le livre vert et la création de la Jamahiriya. Jamahiriya, c'est l'état des masses. On peut traduire le terme arabe comme ça, en étant l'état des masses. Mais en définitive, une des caractéristiques de ce système-là, c'est qu'il n'y avait pas d'État. Que l'État était incarné par les assemblées populaires, par le congrès populaire issu de l'état des masses et de la conception du livre vert, qui était un peu calqué sur le modèle, pas au niveau du contenu, mais au niveau de l'expression sur, bien sûr, le livre rouge, tout en précisant que Kadhafi
était très anticommuniste, ce qui ne l'a pas empêché d'entretenir des relations de coopération avec l'Union soviétique et aussi sur l'achat d'armes à l'époque de l'Union soviétique. Mais il faut savoir, contrairement à la manière dont on l'a présenté, il était très anticommuniste. Je me rappelle qu'on avait organisé un colloque sur le livre vert et marxisme. C'était d'ailleurs intéressant, on avait fait ça, je crois, où est-ce que c'était pas Paris-Dauphine, enfin bon, qu'importe ça. Il y a eu des débats comme ça qui étaient importants à l'époque. Donc son pouvoir était axé sur le contrôle des congrès populaires au niveau de toutes les instances. Ce qui pose le problème des relations du politique dans une société fondée sur une organisation tribale. Toute la société libyenne est fondée sur les tribus. Sauf erreur de ma part, je crois qu'on a identifié 135 tribus, ce qui est quand même très important pour une population très faible, je crois c'est 5 millions ou 6 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Donc une organisation tribale, et qui dit organisation tribale, dit autonomie politique de chaque tribu. Or, un des tours de force de Kadhafi, à travers cette Jamaria, l'état des masses, c'est d'avoir neutralisé les antagonismes potentiels qui existent dans la gestion du politique sous ses formes tribales, à travers un moyen imparable qui est celui de la corruption. Avec la corruption, il a quasiment réussi à neutraliser tous les antagonismes potentiels qu'il pouvait avoir contre lui, en corrompant les chefs de tribu, en leur conférant des pouvoirs qu'ils n'avaient pas dans le système traditionnel. Donc le rôle de la corruption, on le retrouve un peu partout aussi en Afrique, a une fonction politique non négligeable. Corruption qui a fait en sorte aussi, et ça c'est l'aspect positif de la Jamaria, c'est qu'il a créé les conditions de la construction d'une nation libyenne qui était fondée sur les tribus. Je crois que tout le monde reconnaît, y compris les pro-CNT, donc ça veut dire les anti-kadhafistes, reconnaissent qu'il a créé une nation libyenne. Avec cet aspect intéressant qu'on retrouve dans certaines revendications de rébellion touareg, la création de nations sans pour autant avoir recours à la formation de l'État. Donc c'est quelque chose de très nouveau par rapport aux formes du politique, aux formes de gestion du politique que l'on connaît un peu partout. Ça veut donc dire que le pouvoir en Libye ne s'exerçait pas d'une manière verticale, de haut en bas, mais d'une manière horizontale, à travers le contrôle ferme, y compris par la force, des congrès populaires. C'était les congrès, le grand congrès qui régissait l'ensemble du fonctionnement politique et économique de la nation libyenne, avec des congrès au niveau de la base, etc. C'était très bien structuré et très bien hiérarchisé. Pourquoi la corruption a pu avoir un tel effet politique? C'est tout le problème de l'utilisation de la rente pétrolière. Il a eu l'habileté d'utiliser la rente pétrolière, j'allais dire, la rente pétrolière d'une manière très habile politiquement, qui a fait en sorte que c'est à partir de là, la redistribution de la rente pétrolière, qu'il a pu asseoir un régime qui relevait, dont la nature était dictatoriale, en neutralisant les conflits. Ça, maintenant, si vous replacez ça dans le contexte mondial, c'est une forme de gestion du politique quasiment unique dans le monde. Nation, pas d'État, pas de pouvoir personnel, un individu, mais ministre. Il y avait donc des ministres. Il y avait des ministres, on dit, mais il y avait des États. Ce qui est intéressant, si on fait le profil, une étude biographique des ministres, et je le confirmerai par la suite, tous ces ministres-là étaient des ministres parfaitement compétents, donc des technocrates formés à l'étranger, certains ont été formés aux États-Unis, en Allemagne, en France, etc., mais qui ne représentaient pas, qui n'incarnaient aucune force politique ou aucune force sociale tribale derrière eux. Et au moment où certains de ces ministres l'ont trahi pour rejoindre le CNT, ça a été des trahisons individuelles. Quand ils sont passés du côté du CNT, il n'y a pas eu des
pans entiers de tribus qui ont suivi ces gens-là. Donc vous voyez, c'était une stratégie bien pensée. Je nomme quelqu'un ministre de ce que vous voulez, de la justice, je dis la justice parce que c'est celui-ci qui préside le CNT, mais politiquement, il ne représente que lui-même. Et je fais le saut encore une fois avec la presse française. La presse n'a pas souligné que justement ces gens-là ne représentaient rien. Or, ils l'ont présenté comme étant une grande victoire du côté rebelle. Or, si ça avait été une grande victoire du côté rebelle, la guerre civile n'aurait certainement pas duré 7 mois. Elle a quand même duré 7 mois. C'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc, voilà, en résumé, un pouvoir politique qui s'exerce du côté transversal. On utilise une corruption généralisée, quasiment organique, pour se maintenir au pouvoir, avec tout un discours sur l'état des masses. Il a toujours, dans tous ses discours, il fait référence toujours aux masses. Il fait référence aux masses, mais jamais aux classes. Une autre caractéristique de la Libye, c'est qu'il n'y a pas de classe ouvrière libyenne. Tous les travaux qui pourraient relever de la constitution d'une classe ouvrière sont assurés par des subsahariens, donc des étrangers. C'est encore une des particularités de la Libye. Donc une nomenclatura politique fondée sur les congrès, une absence de classe ouvrière libyenne, qui est le produit du système. Quand je dis une classe ouvrière libyenne, c'est une classe produite par le système économique et politique de la Libye. Je crois qu'on estime à peu près la main-d'œuvre étrangère à 600 000 ou 700 000 personnes, qui fait fonctionner, si vous voulez, la base économique primaire de la société. Ce sont des subsahariens qui ont été bien matraqués, tués, même certains ont été tués, donc des subsahariens, des Africains noirs, au moment de la prise du pouvoir par le CNT. Ça aussi, c'est un aspect qui est loin d'être négligeable, cette absence de classe ouvrière endogène que le système n'a pas produit. Donc c'était, et c'est reconnu y compris par l'ONU, puisque selon l'indice de développement humain de l'ONU, la Libye arrive en 2e position après l'Afrique du Sud, je crois bien. Donc il y avait une certaine aisance, voire une certaine opulence pour une partie non négligeable de la société libyenne. Bien sûr, pas de parti politique, comme j'ai essayé, comme je vous l'ai montré, puisque tout était fondé sur les congrès populaires dans le cadre de l'état des masses. Pas de parti politique. Un autre aspect qui est important, une lutte très forte contre l'islam politique dans ses dimensions djihadistes, ce qui a fait en sorte qu'il a été mis au banc de la Ligue arabe. La Ligue arabe ne l'a pas reconnu, parce que pour Kadhafi, le recours à l'islam, c'était le Coran, mais certainement pas l'islam politique. Donc il y a eu une répression très forte contre les djihadistes libyens, qui, après, avec le CNT, ont réussi à exercer leur vengeance à l'égard de Kadhafi, puisque le gouverneur militaire de Tripoli était un ancien djihadiste libyen qui a passé simplement 7 ans dans les geôles libyennes. Et les geôles libyennes, bon, comme toutes les geôles, ce n'est pas particulièrement le confort. Donc voilà la situation qui prévalait. Maintenant, quelle situation quelle situation politique de l'après-Kadhafi, donc le post-Kadhafi. Si vous suivez un petit peu l'actualité, et c'est un peu difficile, parce que depuis que Kadhafi a été tué, on n'a pratiquement pas d'informations sur la Libye. C'est-à-dire pendant, disons, 5 ou 6 mois, l'événement était tous les jours, il y avait des trucs sur la Libye. Maintenant, pratiquement rien. Donc il faut consulter la presse spécialisée, consulter les sites d'internet, etc. Donc il y a un retour à la tribalisation du politique. Tout le monde aussi le reconnaît. C'était inévitable, retour à la tribalisation du politique. Quand je dis tribalisation du politique, c'est aussi sous ses formes territoriales. Une des caractéristiques du système tribal libyen, c'est que le système tribal libyen a une assise territoriale très claire. Ce n'est pas des frontières, mais il y a des revendications sur un espace considéré comme territoire. Si je dis territoire sur le sens politique du terme, ça veut dire que c'est un espace que l'on peut défendre militairement. Donc présence de milices armées tribales. Pourquoi ? C'est simple, hein. Si sur mon territoire il y a 3 puits de pétrole, si sur l'autre territoire, il y en a 6 ou 7, et si je veux grignoter un puits de pétrole sur l'autre, je ne me laisserai pas faire. Au point où, très peu de temps après la prise du pouvoir
à Tripoli par le gouverneur auquel je me référais tout à l'heure. Je crois que c'était 3 semaines après. Des populations qui n'étaient pas des populations tripolitaines ont été éjectées du territoire tripolitain. Donc on voit bien le retour à des processus politiques de nature tribale très forte, avec constitution de milices armées tribales. À cet égard, j'ai fait référence tout à l'heure à la mort de Kadhafi. Là aussi, vous pouvez consulter les archives audio de l'époque. 3 jours avant la mort de Kadhafi, la femme de M. Clinton, je crois qu'elle s'appelle, elle est prénommée Hillary, 3 jours avant la mort de Kadhafi, a dit clairement, y compris sur les ondes de RFI, il faut tuer Kadhafi. Bon, c'est quand même, il faut le faire. Quand on fait de la politique en disant qu'il faut passer par le meurtre et l'assassinat, c'est quand même pas n'importe qui. C'est la ministre des Affaires étrangères qui dit ça suffit, il faut le tuer. Donc on peut se poser la question suivante, c'est est-ce que, je pense que ça a été dit aussi à l'époque, l'objectif ultime de l'intervention militaire de l'OTAN, est-ce que ce n'était pas simplement l'effondrement du système, mais aussi la disparition, y compris par le meurtre, de son représentant, à savoir le colonel Kadhafi. On est en droit, en tout cas, de se poser cette question-là. Je vous dis, 3 jours avant, ça a été son appel. Donc, pour en revenir à la démocratie, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Si, à ce niveau-là, si quelqu'un dérange, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui dérange, et c'est pour résoudre les problèmes politiques d'un État dont le système ne me convient pas, il faut passer par le meurtre, on se dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez le vérifier. Ce qui me permet de faire aussi le saut, par le saut, mais disons, donner un autre élément de référence sur les modalités de résolution de problèmes d'ordre politique et idéologique, la manière dont Ben Laden, tout ce que je dis, j'espère que vous ne l'interprétez pas comme étant des positions prises pour Kadhafi ou pour Ben Laden. Moi, je cite des faits, des faits de manière les plus objectives possible, et vous pouvez le vérifier. Lorsque Ben Laden a été assassiné, la conclusion qui a été faite par le président des États-Unis a été « justice est faite ». On a l'impression d'être dans un western. Moi, j'adore les westerns. Et je vois bien dans les westerns, c'est que c'est le shérif qui fait la justice. Donc, quand vous avez un assassinat, encore une fois, ce n'est pas une prise de position, mais si on a le souci de l'objectivité, le souci de la justice, on ne peut pas accepter qu'un président de la République dise « justice est faite ». Si la justice passe par le crime, où est la justice ? Il aurait été quand même beaucoup plus intéressant que M. Kadhafi, qui était condamné à aller devant le TPI, le tribunal pénal international, ou que M. Oussama Ben Laden soit aussi passé en justice, qu'il y ait des accusations, etc. On aurait appris beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup de choses. Donc, quelque part, moi, ça me fait froid dans le dos et ça me fait encore la chair de poule maintenant, quand j'entends un président de la République d'un grand pays à hégémonie mondiale dire « justice est faite », on se dit « mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cette justice ?» Si ça passe, encore une fois, par le meurtre et par l'assassinat. Ça aurait été intéressant de voir, d'entendre Kadhafi dire ce qui s'est passé dans ses relations avec les différents pays. Donc je considère que le règlement des conflits politiques actuels ne passe pas par des pratiques démocratiques et que la démocratie est en danger. Elle a toujours été en danger, si je prends l'exemple de la France, tout le temps. La démocratie n'a jamais été un acquis, il a fallu toujours la défendre. On a vu les révolutions de 1789, ensuite on a vu, pas parce qu'elle n'était pas démocratique, c'est pas ce que je dis, mais tous les régimes qui ont suivi ensuite ont essayé d'évacuer la démocratie. Ça fait l'objet encore d'une révolution en 1830. 18 ans après, la démocratie menacée, les révolutions de 1848, la Commune, le Front populaire. Donc, politiquement parlant et historiquement parlant, il y a toujours des enjeux importants sur la démocratie qui est
dont une partie de la société, qu'elle soit française ou non, veut la récupérer à ses fins. C'est ce que j'ai essayé de démontrer tout à l'heure avec la dérive de la démocratie universaliste à la démocratie identitaire. On voit bien qu'elle est remise en cause. Et face à ça, je trouve que le discours politique actuel n'est pas à la hauteur de cette dérive. Voilà, je ne conclurai pas, je pense avoir dit l'essentiel là-dessus, c'est qu'il y a un danger sur la démocratie, quels que soient les pays. Maintenant, peut-être une conclusion un peu, je sais pas quoi, mais la question que l'on peut se poser dans un contexte de mondialisation du politique et du système politique mondial qui nous régit, bon, certains disent libéral, moi je dis capitaliste, le régime capitaliste mondialisé est actuellement en crise. Je crois que les économistes le reconnaissent, c'est une crise systémique. Et que dans cette crise systémique, le système ne peut pas tolérer pour sa reproduction des États dont le politique et l'économique ne sont pas ceux du régime du système capitaliste. On le voit avec la Libye, on le voit aussi avec la Syrie et l'Iran. Encore une fois, ce n'est pas une prise de position, c'est simplement une analyse plus globale. Ça veut dire que la phase actuelle du capitalisme, ce n'est plus la mondialisation, c'est le capitalisme mondialisé, qui est un des moyens de résoudre la crise mondiale du capitalisme. Je dis bien les mondiales, tout le monde parle de cette crise-là. Et les conditions de reproduction de ce système-là passent nécessairement par la disparition d'États ou d'États-nations, en tout cas de sociétés, qui ne sont pas sur les logiques économiques et politiques de ce système. On l'a vu avec la Libye, les contrats de pétrole, le CNT, donc le Conseil national de transition, qui n'avait aucun pouvoir, avait déjà attribué des contrats, notamment à la France, pour la remercier de son intervention, en disant on vous accordera 35% de contrats pétroliers pour vous remercier des trucs. Donc on voit bien que ça crée les conditions de la reproduction du système, notamment pour les sociétés françaises. Et quelques jours après, je crois qu'il y a une délégation, la guerre civile n'était pas encore terminée, il y a eu une délégation de chefs d'entreprise qui sont allés là-bas avec, je ne sais pas, avec ou sans le caporal philosophe Bernard-Henri Lévy. En tout cas, c'était quelque chose comme ça. Mais la question que l'on peut se poser à travers l'intervention libyenne, c'est une question, c'est une hypothèse. Je n'ai pas d'éléments concrets pour pouvoir étayer mon argumentation, mais on peut se demander si ce qui n'était pas déclaré mais visé, c'était aussi l'Algérie. Parce que si l'Algérie bascule, toute cette bande saharienne qui recèle des quantités énormes de pétrole, de gaz et d'uranium basculait dans un autre champ politique. Donc c'est une question que l'on peut se poser. On peut se poser la même question en ce qui concerne la Syrie. Si la Syrie saute, c'est l'Iran qui est visé. Ça me paraît évident. Dans la conception du président Bush, la conception qui était celle du Grand Moyen-Orient. Et actuellement, la Syrie est un obstacle à la création de ce Grand Moyen-Orient de Bush. Voilà, c'est un peu, je voudrais terminer un peu sur ces aspects qui vont vous faire bondir, réfléchir ou je sais pas quoi, sur les enjeux énormes qu'il y a actuellement dans cette crise mondiale. Oui, autre chose aussi que j'ai oublié de dire, ça fait un petit peu en tiroir, mais enfin qu'importe, à propos des printemps arabes et à propos de la notion de révolution. C'est le lien aussi avec la démocratie. Les printemps arabes, que ce soit en Libye, on ne l'a pas classé comme printemps arabe, c'était un petit peu à part, mais que ce soit en Tunisie ou en Égypte, ça a été un renversement politique, mais les structures économiques demeurent les mêmes. C'est des structures économiques du système capitaliste. En conséquence de quoi, on peut se poser la question, est-ce qu'il est pertinent d'utiliser la notion de révolution? La notion de révolution, ça veut dire que c'est des transformations structurelles, je dis bien structurelles,
sur l'ensemble des instances d'une société, ça veut dire politique et économique. Donc il y a, me semble-t-il, aussi un abus de langage, et j'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure en début de l'exposé, sur la nécessité d'avoir une réflexion sur les mots, donc sur la sémantique, parce que c'est fondamentalement politique. Alors, c'est très drôle, hein, si vous comparez les caractérisations des révolutions, par exemple en Asie centrale, où c'est très fleuri. Il y a eu la révolution de Jasmin, je ne sais pas trop quoi, enfin tout un tas de trucs comme ça, de recours à la couleur, c'est très joli. Je crois que la première révolution colorée, ça a été au Portugal avec la révolution des œillets. Mais là, il y avait un contenu politique de transformation structurelle des choses. Alors que dans le cas de l'Asie centrale, dans le cas de la Tunisie, dans le cas de l'Égypte, c'est des renversements de pouvoir politique et de l'instauration de nouveaux pouvoirs légitimes, j'insiste sur cet aspect, légitimes issus des urnes, donc d'une pratique démocratique. Et la pratique démocratique à travers ces instances-là, elle met au pouvoir qui? Des djihadistes. Merci. Trois minutes de plus qu'une heure. Est-ce que vous pourriez développer le concept tout à l'heure que vous avez évoqué sur la guerre de Libye était issue de l'accord militaire franco-britannique? C'est la première fois que j'en entends parler. Et la deuxième question que je voudrais vous poser, c'est il y a un très très grand silence qui ne me semble pas s'imposer de lui-même de la part des juristes internationaux vis-à-vis par exemple de l'intervention en Libye ou en Côte d'Ivoire, voire en Syrie. Là, eux, ils pourraient quand même donner leur avis, ils sont quand même assez neutres dans tout ça, alors que le droit est bafoué, a été bafoué pratiquement constamment, et toujours, et qu'on n'entend pas parler personne. Merci de cette remarque que je n'ai pas pensé à faire, mais effectivement, nos grands juristes internationaux, le recours au TPI, etc., ça relève quand même de compétences juridiques. Pratiquement personne n'est intervenu là-dessus. Il n'y a eu que deux avocats qui ont été Dumas et puis Vergès sur la Côte d'Ivoire et qui ont fait un rapport aussi, un rapport sur la Libye. Ils ont fait un rapport dénonçant la presse qui ne relatait pas les faits, etc., etc. Sur le premier point, c'est pas étonnant que vous disiez que c'est quelque chose que c'était une découverte pour vous, puisque personne n'en a parlé. Je dis bien personne n'en a parlé. J'ai plus les références en tête, mais si ça vous intéresse, je vais citer les références de revues militaires, donc issues du ministère de la Défense. L'appellation des manœuvres, je crois qu'ils avaient utilisé le recours à un vent qui s'appelle l'Harmattan. J'avais même ironisé en disant que l'Harmattan il part du nord au sud, est-ce qu'il passe par la Libye ou non? Donc les références sont là. C'est novembre 2010. La France et les Britanniques au sein de l'OTAN, je signale que le retour de la France dans l'OTAN est relativement récent, ça doit dater à peu près d'un an. La France et les Britanniques siègent côte à côte au sein de l'OTAN. Bon, c'est pas un argument, mais bon, c'est simplement pour dire qu'il y a ça. Et cet accord ou traité franco-britannique s'est fait aussi au détriment de l'Allemagne. Et dans l'intervention en Libye, l'Allemagne est particulièrement absente. On parle très peu de l'Allemagne. Or, les trois grands pays qui avaient des contrats pétroliers avec la Libye, c'était bien sûr l'Italie, l'Allemagne et les États-Unis. La France, 5e ou 6e position. Je ne veux pas dire par là une explication de cause à effet. Et les Britanniques, peut-être des Britanniques de toute façon avant la France. Ça a fait l'objet, comme je le disais tout à l'heure, de manœuvres communes sur le territoire libyen. C'est parti de la région de Carcassonne, je crois que c'était à Carcassonne, et puis les manœuvres se sont faites sur le territoire au moment de l'intervention militaire. Donc ça, si vous voulez
Si vous voulez me donner votre adresse email, je vous enverrai toutes les références là-dessus parce que je les ai publiées dans l'article. Donc vous pouvez vérifier. C'est pas des références site internet, hein, c'est des références documents d'origine. C'est pas par hasard non plus qu'on n'en a pas parlé. Tout billet sur l'humanitaire. Tout, absolument tout. Au point où il fallait... Le problème est le suivant, c'est qu'on ne peut pas dire que Kadhafi était un grand démocrate. C'était effectivement des pratiques dictatoriales. Ensuite, c'est très facile de légitimer que c'était un dictateur, un sanguinaire, un type qui n'avait aucune foi, aucune loi, etc. Deux choses. Il n'avait aucune foi, aucune loi, etc. La preuve, c'est qu'il avait une femme de ménage qui violait au moins 2 fois par jour. C'est pas n'importe qui, hein, 2 fois par jour violer sa femme de ménage, il faut le faire, hein, c'est pas mal. On a vu ça à la télévision. On a vu aussi, puisque lui est un sanguinaire, un monstre, etc., sa femme aussi est un monstre. La preuve que c'était un monstre. Si vous avez suivi les informations à la télévision, on nous a montré que la femme de ménage de Madame Kadhafi était emprisonnée dans une petite chambre obscure, aveugle, sans fenêtre, et arrosée d'eau bouillante. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. C'est ce que l'on a vu à la télévision. Et ça passe. Ça passe au niveau de l'émotion. On n'a plus la réflexion politique, dire mais comment c'est des trucs comme ça. Donc, de facto, on nous place dans une position où on dit oui, c'est vrai. On n'a plus la réaction de dire mais il faut vérifier. Y compris au niveau de l'histoire, les choses, c'est pas des choses nouvelles en termes d'histoire. On a eu ça avec Messaoura, on a eu ça avec l'Irak. Et 6 mois, 7 mois, 8 mois ou 10 mois après, on dit ah ben non, ça a été des mensonges, c'était pas vrai. Mais ça, on oublie immédiatement. C'est pour ça que ça fait froid dans le dos. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question. Je m'excuse d'en parler d'une manière un petit peu émotive, émotionnelle, mais les conséquences de la guerre civile en Libye sur l'ensemble de la sous-région, c'est une catastrophe. Et la catastrophe, ça y est, elle est là. Elle est là, vous avez le renforcement du mouvement djihadiste sanctuarisé au Mali à travers l'AQMI, détenteur de missiles sol-air. Donc on n'utilise pas les missiles sol-air comme ça, il faut être formé, mais la formation, on peut l'acquérir. Un missile sol-air peut vous dégringoler un avion de ligne. Imaginez la psychose que ça va générer dans quelques temps. Et conséquence sur l'ensemble de la sous-région, résurgence de la rébellion Touareg depuis avant-hier, avec un armement lourd, puisque avec Kadhafi, il a ouvert tous ces trucs, tout le monde pouvait se servir, etc. Donc une circulation d'armes pratiquement sur l'ensemble de la zone saharo-sahélienne et même subsaharienne. Comment vont faire les États pour gérer ça? Des liens quasiment actuellement ponctuels entre deux mouvements djihadistes, l'un qui est sanctuarisé au Mali, dans le Timétrine, dans le Mali du Nord, qui est l'AQMI, et Boko Haram au Nigeria. Vous avez vu Boko Haram au Nigeria, guerre des religions. Là, cette fois-ci, c'est une guerre de religion. Ils ont dit aux chrétiens du Nord Nigeria, foutez le camp, si vous ne foutez pas le camp, on va vous exterminer. C'est l'actualité, hein, j'invente rien. Écoutez RFI de temps en temps, et RFI en province, c'est difficile parce qu'on ne peut pas le capter. Donc, il y a quelque chose, il y a une sorte d'arc sahélien qui est en train de se mettre en place avec l'islam politique. Attention, je tiens à préciser que les propos que je tiens, ce n'est pas des propos islamophobes. Donc j'ai tort de parler d'islam, je ferais mieux de parler de musulmans, ce n'est pas la même chose. Donc de musulmans fondamentalistes, comme il y a des catholiques fondamentalistes, c'est la même chose, hein, on a connu ça aussi à travers l'histoire, est en train de se mettre en place une sorte d'arc sahélien qui part du Nigeria, avec Boko Haram. Boko Haram, haram en arabe c'est le péché, et Boko en Haussa ça veut dire c'est l'école, tout ce qui relève de l'éducation. Donc ça veut dire que tout ce qui relève de l'éducation occidentale, on n'en veut plus. Autre exemple concret que je peux vous citer, des éléments djihadistes de l'AQMI au Mali interviennent dans les écoles laïques maliennes et donnent l'ordre à l'instituteur de cesser la mixité, de faire un enseignement pour les filles, un enseignement pour les garçons, et que si ce n'est pas fait dans les 2 jours qui viennent, il va revenir et ça va chauffer. Donc ça fait là aussi froid dans le dos, mais ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'a fait le gouvernement malien depuis la sanctuarisation d'AQMI qui existe depuis 5 ou 6 ans.
Il n'y a pas eu d'éradication, il n'y a pas eu de volonté pour chasser. Or, les spécialistes estiment entre 300 et 500 personnes les membres de l'ACMI. Donc on peut penser que 300 à 500 personnes, il y a quand même possibilité de les faire évacuer. Donc la question qu'on peut se poser dans ces circonstances-là, est-ce qu'il n'y a pas instrumentalisation politique des mouvements djihadistes de la part des Algériens et de la part des Maliens? Parce que quelque part, ça les satisfait. On voit même certains éléments, certains acteurs locaux disent on sait qui est qui, on les connaît, tout le monde les connaît, et il n'y a pas grand-chose qui se fait. Donc on peut s'interroger sur l'instrumentalisation. Je ne dis pas complot. Complot, moi je ne crois pas à la théorie du complot. Le complot, c'est autre chose. Mais l'instrumentalisation politique à des fins de pouvoir pour se maintenir au pouvoir, tant du côté algérien, donc Bouteflika, et le DRS en Algérie. L'Algérie est dirigée par les renseignements et le noyau dur de l'ANP, ce n'est pas Bouteflika qui dirige. Et on peut se poser la question de la même manière pour la partie malienne, puisqu'il va y avoir des élections présidentielles en avril 2012. Si les élections présidentielles ne peuvent pas avoir lieu parce qu'il y a des turbulences armées dans le septentrion malien, on ne peut pas imaginer qu'il va y avoir des élections. On peut pas. Il ne peut pas y avoir des élections présidentielles si toute une partie du pays est occupée par des rébellions armées. Autre hypothèse, on fait des élections sous la protection de l'armée. Ce n'est pas pensable. Qu'est-ce qui va se passer? Aucun État ne va accepter un vide politique au niveau de l'État. Ce n'est pas pensable. Sauf les Belges. Les Belges ont réussi le tour de force à faire fonctionner le pays sans État. Enfin bon, là, ce n'est pas le cas. Donc, quelles sont les hypothèses, les solutions face à cette situation? Ou bien un coup d'État militaire, ou bien, à situation exceptionnelle, état d'exception. Donc le président actuel, il reste. Donc on peut se dire, mais attends, s'il reste, quelles sont ses intentions actuelles? Puisque sur le plan constitutionnel, il ne peut pas se représenter. Donc vous voyez, ça ouvre la porte à tout un tas d'interrogations et à tout un tas de suspicions. Alors je continue là, sur les liens qui ne sont pas encore organiques, mais qui peuvent devenir organiques, entre la secte Boko Haram, avec la secte Boko Haram, les morts, c'est pas sur les doigts d'une main, hein. Ça atteint des centaines, et c'est régulier au nord Nigeria. Le lien ponctuel avec AQMI au Mali. Et on croit savoir maintenant qu'il y a des liens, en tout cas des relations, avec les Shabab, donc djihadistes aussi de Somalie. Donc tout cet arc-là est en situation de turbulence. Comme moi j'aime bien me poser des questions, je me dis, mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas des tentatives de déstabilisation généralisée et de remise en cause des frontières? Ça a toujours été à l'ordre du jour, la remise en cause des frontières. Sur un espace qui recèle des richesses minières extrêmement importantes. Pétrole, gaz, uranium et or. Donc c'est la porte ouverte à tout un tas de spéculations que l'on peut avoir, que l'on est même en droit d'avoir, sans pour autant affirmer que ça existe. C'est ça la difficulté de la situation actuelle. On voit bien les processus, mais on n'a pas suffisamment d'éléments parce que l'événement n'est pas encore fait, si ce n'est que la réapparition de la rébellion Touareg qui a pris trois sites, Ménaka, Tessalit à la frontière algérienne et à Guelok. Mais ça va se diffuser aussi sur le sud. Ça va créer les conditions de formes de haine refoulées de la part des populations du sud à l'égard des populations du nord qui sont des populations blanches. Donc ça risque de déboucher sur des conflits interethniques. Parce que s'il y a rébellion Touareg, les Arabes morts Berabiche vont se mettre aussi en rébellion. Et sinon, s'ils ne se mettent pas en rébellion, ils vont céder la place aux rébellions Touareg, y compris en termes de contrôles territoriaux. Donc ça va générer ça va générer la réapparition de milices Sorail, milices Peul, etc. Catastrophe. Merci l'intervention en Libye. Est-ce que tu peux nous parler de la composante excuse-moi. Composante de Berbère en Libye? On n'a entendu parler de Jebel Nefoussa, mais sans qu'on ait beaucoup de détails, parce que je ne suis pas sûr que
c'est qu'avec la presse, il y a beaucoup d'informations sur cette spécificité. On connaît les Kabyles, on connaît les Aurès, on connaît, mais sur la Libye, il y a une question importante. Et quel a été son rôle dans la tradition, quelle est sa position par rapport à l'État libyen tel que tu l'as décrit, et un peu plus sur les événements récents et sur l'actualité. Merci de cette question parce que ça me permet de répondre aussi sur la politique culturelle fondamentalement pan-arabe de Kadhafi. Ça veut dire qu'à l'époque de Kadhafi, le berbère, notamment du Djebel Nefoussa, était interdit. Et ça, c'est paradoxal. Parce qu'en même temps, il s'appuyait sur les Touaregs maliens et nigériens, les flattant, vantant leur qualité, etc. Mais à l'intérieur de son régime, une politique répressive à tout ce qui n'était pas arabe, dont le Djebel Nefoussa. Les berbères sédentaires, cette fois-ci, du Djebel Nefoussa. Et récemment, au moment de la guerre civile en Libye, le ralliement des éléments berbères du Djebel Nefoussa, ralliement armé au CNT, s'est fait très rapidement. Au point où maintenant, ils revendiquent leur place dans la distribution des postes et dans la reconnaissance de leur culture. Ils sont maintenant en opposition avec le CNT, donc le Conseil national de transition, pour dire nous avons participé militairement à la rébellion libyenne contre Kadhafi. On veut que le berbère soit enseigné et soit diffusé comme la langue arabe, et on veut nous aussi participer à la distribution des postes. C'est l'élément nouveau par rapport aux choses. Alors qu'avec les Touaregs libyens cette fois-ci, eux, semble-t-il, se seraient retournés contre Kadhafi. Oui, c'est toujours extrêmement complexe et ça va toujours en dents de scie. C'est difficile d'avoir une position cohérente. Alors que les Touaregs maliens et nigériens favorisés par le régime libyen, les leaders de la rébellion malienne ou Niger, ont toujours eu refuge en Libye. Et Kadhafi les a toujours protégés. À cet égard, quand la presse, y compris RFI, caractérise la rébellion malienne, la rébellion touareg malienne actuelle depuis avant-hier comme une rébellion pro-kadhafiste, de mon point de vue, c'est un abus de langage total parce qu'il n'y a pas de dimension idéologique là-dedans. Donc c'est effectivement des Touaregs d'origine malienne qui ont été enrôlés dans l'armée libyenne en tant que Libyens, ils avaient la nationalité libyenne, qui, après la guerre civile, l'effondrement de la Jamaria et puis l'assassinat de Kadhafi, sont revenus au pays, mais pas sur des bases idéologiques. Donc on ne peut pas dire que c'est une rébellion pro-kadhafiste. Si on dit que c'est une rébellion pro-kadhafiste, on entretient encore une confusion et on essaie encore de stigmatiser Kadhafi en disant vous voyez les conséquences, maintenant c'est une rébellion pro-Kadhafi, alors que pas du tout, elle n'est pas du tout pro-Kadhafi. Leur revendication, c'est l'autodétermination et à terme l'indépendance. Ils ne font pas référence à une organisation sociale fondée sur la Jamaria, ils n'ont pas dans leur discours recours à Kadhafi, pas du tout. Encore là, une sorte de désinformation un peu grave, un peu inquiétante. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Au colloque que j'ai organisé les 13 et 14 décembre dernier, intitulé Sahara de tous les enjeux, il y a eu une jeune fille que tu connais peut-être qui s'appelle Nadia Belalimat qui a fait une communication justement sur le berbère et la manière dont la culture berbère et les berbères ont été réprimés à l'époque de Kadhafi. Si ça t'intéresse, je peux lui demander qu'elle me donne l'autorisation de te donner sa communication. J'aurais une question. Est-ce que tu repars au Mali, malgré, est-ce que tu peux nous dire quel est ton type de travail, de recherche, d'intervention pour cette prochaine mission? Si je te le dis, s'il m'arrive quelque chose, est-ce que tu m'enverras des oranges? C'est encore mieux. Donc, j'ai la responsabilité scientifique d'un programme que j'ai intitulé Nouveaux enjeux dans l'espace saharo-sahélien depuis juillet 2008
et qui est financée par la fondation de la Maison des sciences de l'homme, pour laquelle j'ai organisé ces 2 journées d'études, ce qui donne journée d'études nouveaux enjeux dans l'espace saharo-sahélien. L'acronyme c'est JEUNESS. Pour un retraité vieux comme moi, je trouve que c'est pas mal et que ça fait rire pas mal de personnes que d'appeler ce programme ces 2 journées d'études JEUNESS. Bon, enfin, ça c'est pour la petite anecdote. Alors, l'objet de cette mission, c'est le contenu du programme qui a été diffusé dans la lettre d'information de la Maison des sciences de l'homme, qui concerne le trafic d'acheminement de la cocaïne, donc disons de toutes les drogues illicites, ça veut dire cannabis, ça veut dire cocaïne, les conditions de création de territoires, d'ethno-territorialisation pour l'acheminement de ces drogues illicites, d'une part. D'autre part, essayer de spatialiser le trafic d'armes qui, lui, vient de l'Est vers l'Ouest. En troisième lieu, voir les compétitions très fortes qu'il y a entre les multinationales occidentales et les grandes sociétés nationales pétrolières pour le contrôle des ressources et des industries extractives dans le Nord Mali, parce que dans le Nord Mali, il y a beaucoup de pétrole. La Sonatrach, la grande société nationale algérienne, est très présente sur un bassin qu'on appelle le bassin de Taoudeni, qui est frontalier à 3 pays, Mauritanie, Mali et Niger. Donc vous voyez, on retombe sur le problème des frontières et de la gestion des frontières, et sur ces 3 pays-là, vous avez un bassin où il y a du pétrole, donc sur la Mauritanie, sur le Mali et sur l'Algérie. Il est bien évident que ça ne peut pas laisser insensibles les grandes sociétés multinationales qui sont à la recherche de permis de recherche et de permis d'exploitation. L'exploitation n'est pas encore faite au Mali, ce qui expliquerait, c'est inconditionnel, pourquoi le Mali septentrional est un enjeu politique. Parce que, me semble-t-il, il y a une sorte de guerre de positionnement sur le nord. Donc on assiste actuellement à une recomposition des zones d'influence dans tout cet espace saharo-sahélien où il y a une compétition très forte entre l'ancienne puissance coloniale, en l'occurrence la France, et les Américains. Il ne faut pas perdre de vue que les Américains sont les leaders mondiaux de la lutte contre le terrorisme depuis les événements des Tours là. Donc, où se trouvent aussi les groupes djihadistes? C'est au Mali. Donc, vous voyez, il y a de gros enjeux. Donc, c'est un peu là-dessus que je travaille pour essayer de caractériser l'émergence d'un nouveau foncier, parce que qui dit acheminement de drogue dit aussi nécessairement, je dis bien nécessairement, complicité à un haut niveau. Donc, ce que j'essaie de caractériser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une dimension mafieuse dans le politique actuellement. Je ne connais pas de pays où la drogue est acheminée, ils ne produisent pas, hein, c'est une zone de transit, mais ça implique des complicités à un haut niveau. Ça implique donc aussi le blanchiment. Tout le monde sait que le blanchiment, une partie du blanchiment de la cocaïne qui vient de Guinée-Bissau, il y a eu des réunions, tout ça se sait, hein, je ne dévoile aucun secret. Blanchiment, notamment dans les transports. Donc je ne vais pas faire référence à l'ethnie qui contrôle les transports au Niger et au Mali, mais c'est pas n'importe quoi, c'est extrêmement important, c'est des sommes colossales avec des autocars modernes, etc., etc. Donc le blanchiment de la drogue participe à l'essor économique du pays. Donc on peut se poser c'est un peu classique, hein, on retrouve ça aussi en Amérique latine, avec ce danger, c'est que l'État, s'il est faible et s'il est gangréné par ses officiers, peut devenir assez rapidement un État narcotrafiquant. C'est ça le danger qu'il peut y avoir derrière. Compte tenu de la fragilité, de l'absence de souveraineté, de l'absence de capacité d'exercer son autorité sur l'ensemble du territoire national, il y a potentiellement ce risque. Donc c'est un peu tous ces aspects sur lesquels je vais travailler, en analysant aussi les conditions d'émergence des acteurs locaux et puis peut-être la formation aussi de nouveaux groupes en relation avec le politique. Parce que, et là je réponds aussi un peu avec le problème de la démocratie en relation avec les rapports sociaux de sociétés
pastorales très hiérarchisées telles que les Touaregs, où la démocratie a eu des conséquences politiques énormes. Par exemple, la démocratie élective a permis à la majorité de la population touareg qui était dans une relation de dépendance par rapport à l'aristocratie guerrière, par rapport à la chefferie, si vous voulez, d'accéder au pouvoir par voie électorale. Parce qu'ils étaient numériquement beaucoup plus importants que le nombre de Touaregs qui relevaient du lignage de la chefferie. Donc ils sont arrivés au pouvoir d'une manière légale, par les urnes. Ils ont pris des mairies, ils sont dans les appareils d'État, et tout, et tout, et tout. Donc ça crée de nouvelles contradictions à l'intérieur même de la société touareg, où la chefferie locale se sent dessaisie de son pouvoir politique. Vous voyez, c'est des situations extrêmement intéressantes à analyser quand on fait de l'anthropologie politique, parce qu'il y a toute une série de contradictions et de transformations qui sont intéressantes à analyser, mais très difficiles à cerner. Parce que les enjeux sont locaux. Et si on a une conception de géopolitique articulée aux pouvoirs locaux, donc articuler le local et le global, on est confronté à ce genre de problème. Donc c'est un peu sur cet aspect-là, sur ces aspects-là que je vais travailler, avec les limites suivantes, qui sont pour un anthropologue des limites inquiétantes. C'est que compte tenu du fait qu'on ne peut plus aller sur le terrain, puisque le ministère des Affaires étrangères a classé toute cette zone-là en zone rouge, on ne peut travailler qu'avec les presses locales, les sites internet, nos réseaux personnels que l'on a tous à partir de Bamako ou de Niamey. On ne peut pas quitter ni Niamey ni Bamako, on a des contacts, des gens du Nord, tout ça, enfin, on se débrouille. Mais ça veut dire qu'on est souvent confronté à la rumeur. Or, on n'a pas les moyens de savoir si c'est rumeur ou pas rumeur. Et donc on est quelque part très coincé, parce que quand même notre pratique à nous, c'est de passer par des pratiques d'immersion dans la société, de faire de l'observation participante, de discuter avec les gens, etc. Donc maintenant, on est toujours obligé de passer par des éléments de médiation, que ce soit la presse, que ce soit Internet, que ce soit des copains locaux, etc. Donc ça édulcore sensiblement nos écrits, et ça génère un petit peu le doute. Après, on est un petit peu coincé pour écrire, parce qu'on est tributaire un peu de ces informations-là. Donc ça a des effets négatifs sur la démarche anthropologique qui a, elle aussi, des visées universalistes. Et ça, je vais dire une expression qui veut bien dire ce qu'il veut dire. On est emmerdé face à cette situation. On ne peut pas être neutre politiquement, quand on connaît les sociétés, les mécanismes, les systèmes politiques, etc. Et en même temps, on est un peu neutralisé parce que les informations que l'on a, on ne peut pas les vérifier. Et on ne veut pas être journaliste. Et on est tributaire des écrits. Pas facile. Pour détendre l'atmosphère avec de l'humour macabre. Ouais. Est-ce qu'on a envoyé les troupes de Carcassonne parce qu'elles étaient déjà entraînées à tirer sur les civils en France il y a 3 ans? Attends, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans, il y a à Carcassonne? Je ne sais pas. Ils ont fait des exercices et ils ont tiré à balles réelles sur la foule. À Carcassonne? Sans blague. Ah ben voilà. Les civils disent bien. Hein? Ouais. Et le fils de Kadhafi, on n'en parle plus non plus. Il pourrait lui passer devant le TPI. Mais normalement, il est condamné à passer devant le TPI. Il y a un conflit entre le CNT et le TPI, parce que le CNT dit qu'il doit relever de la justice libyenne. Et le TPI dit non, il doit dépendre de nous. Mais on n'en parle plus. On n'en parle plus du tout. Donc on a fait un événement, on a tenu l'événement, mais c'est fou, si quelqu'un d'entre vous a suivi l'événement en Libye à travers la télévision, la radio, la presse écrite, c'est fantastique. Moi j'ai un dossier, parce que c'est mon travail, de constituer des dossiers pour voir qui dit quoi, à propos de quoi, etc., pour avoir une idée, approcher un tout petit peu la vérité. Effectivement. Et depuis qu'il a été arrêté, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Peut-être qu'il a racheté sa liberté, il a peut-être un trésor. Il a eu faire des déclarations sur l'hôte de l'Élysée. Absolument.
Et donc, il ne faut pas que les gens parlent trop. Peut-être que lui, il a échappé à... On ne sait pas. Bon, je ne sais pas si ce genre de conférence, comment dire, ça répond à vos interrogations ou... Moi, mon but était aussi de diffuser de l'information, parce que je sais bien que l'information, c'est quand même important pour se faire une idée du politique, et pour se faire une idée des analyses politiques. Ce que je voulais dire aussi, bon, est-ce que l'histoire, malheureusement, sans répéter exactement la même chose, se renouvelle? Ça me fait penser, en 2009, quand j'étais en Iran, j'ai rencontré une Iranienne, un petit peu, qui me disait: ouais, mais vous, occidentaux, vous, français, puis vous avez fait toute la liste que vous avez faite depuis 1989, enfin, toute la série d'événements qui étaient arrivés. Et elle avait notamment parlé de Napoléon, vous avez vu tout ce qu'il a fait, etc. Nous, ça ne fait que 30 ans qu'on a fait la révolution. Laissez-nous nous torser. Oui, et je rajouterais que l'accession à la démocratie, elle résulte de dynamiques politiques historiques de la société concernée. Ce n'est pas du tout la même chose que lorsqu'on veut imposer un système démocratique de l'extérieur qui ne correspond pas aux dynamiques politiques de la société considérée. Le clivage, il est là. Il est là. C'est pas du tout la même chose. Historiquement parlant, nous, pendant 2 siècles, on se bat pour la démocratie. C'est le produit de nos dynamiques qui nous sont spécifiques. En ce qui concerne la Libye ou d'autres pays, par exemple, l'instauration du multipartisme en Afrique, qui est, contrairement à ce qui se dit, c'est pas du tout le discours de la Baule qui l'a fait. C'était sur directive de M. Conable, qui était à l'époque le directeur général de la Banque mondiale. La Banque mondiale, comme on le sait, est neutre. Politiquement, elle est neutre. Tout le monde sait qu'elle est neutre. Bon, ça a été un système qui a été imposé de l'extérieur. Parce qu'effectivement, le système capitaliste, il a besoin d'institutions communes. Il a besoin d'institutions communes. Il a besoin du multipartisme partout. Parce que quand le capitalisme il s'installe dans un premier temps sur des bases progressistes. C'est vrai que le multipartisme, par rapport aux régimes dictatoriaux qui précédaient, c'était quand même une bouffée d'air énorme. Et le passage, si on fait une analyse plus historique, le passage du féodalisme à la société industrielle et puis à l'émergence du capitalisme, il est porteur d'émancipation. Ensuite, on voit ce qui se passe après. Mais dans un premier temps, c'est vrai. Ou bien c'est faux. Moi, j'ai une question qui n'a pas grand-chose à voir avec la Libye, mais quand même un petit peu. C'est le phénomène Internet. C'est-à-dire que toutes les infos que vous avez données là tout à l'heure dans votre conférence, hormis le problème franco-britannique que j'ignorais, tout ça, on le lit sur Internet. Et les grands médias font comme si ça n'existait pas, comme si les gens ne savaient pas. Ça, c'est quelque chose qui me surprend. Je m'attendais à ce qu'ils aient, que leur comportement se modifie petit à petit. Or, ce n'est pas le cas. Alors, je m'interroge. je suppute votre interrogation. C'est vrai, parce que ce que vous dites, Internet est à la disposition de tout le monde, y compris des journalistes de TF1, Antenne 2 et de je ne sais trop quoi. Et on peut être effectivement surpris qu'ils n'aient pas recours dans leur modalité de recueil d'informations et de sources d'informations à tout ça. Sur Facebook, vous trouvez plein de choses, sur Twitter, plein de choses aussi, sur les sites spécialisés, puisque moi je travaille surtout sur les sites spécialisés, African Intelligence Online et puis African Mining Intelligence, etc., pour les industries extractives. Bon, il y a tout. Mes amis journalistes de RFI, quand je suis en contact, et que je connais quand même assez bien, ils ont la même source d'information. Le problème, c'est qu'est-ce que l'on fait de l'information, comment on la diffuse et à quel moment. C'est pour ça qu'on retombe sur ce problème du glissement de la démocratie universaliste vers la démocratie identitaire, parce qu'on voit bien qu'il y a intervention du politique dans la nomination des présidents, directeurs généraux ou des directeurs dans les chaînes, sur les chaînes de télévision et sur les chaînes de la radio. Donc ça, est-ce que ça ne relève pas de la dictocratie ?
Internet a joué un rôle politique en Tunisie, en Égypte, énorme, au niveau de la société civile. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une expression politique issue de la société civile, mais une des caractéristiques de la société civile, c'est que c'est une nébuleuse qui n'est pas organisée sous la forme parti. Or, les partis qui se réclament du djihadisme ou de l'islam politique sont organisés sous forme de partis depuis très longtemps. Ils ont été victimes de répression, etc. Mais il y a une organisation, et cette organisation renvoie à une pratique militante de plusieurs décennies. On comprend aussi pourquoi ils arrivent au pouvoir légitimés, complètement légitimés. Parce que bien introduit dans tous les milieux, alors que la société civile est quand même quelque chose de récent. Bon, est-ce qu'il y a... Je vois le monsieur là-bas, il sourit, je vais sourire aussi. Vous avez d'autres questions? Oui. Vous demandez si l'apparition des islamistes n'est pas due au fait n'est pas due au moment où le pouvoir algérien a annulé des élections qui avaient amené les islamistes au pouvoir. En tout cas, ça a débouché sur la guerre civile. Parce que, effectivement, là aussi, le fils est arrivé au pouvoir d'une manière légale. C'est le résultat des élections. Hein. Je crois. Pardon ? Aurait dû arriver. Enfin, oui, excusez-moi, effectivement, aurait dû arriver au pouvoir parce que, en tout cas, il y a unanimité là-dessus. Ce sont eux qui ont gagné les élections démocratiques. Mais seulement, côté du DRS et côté du noyau dur de l'ANP, ça ne pouvait pas. Impossible. Ce qui ne veut pas pour autant dire que le noyau dur de l'ANP et que le DRS n'instrumentalisent pas le salafisme. Loin de là. Loin de là. Y compris à travers des pratiques d'entrisme. Pour légitimer son pouvoir, là aussi, la tendance islamiste joue un rôle qui n'est pas négligeable. Même s'il y a une politique d'éradication avec intervention dans les maquis, etc. Ce n'est pas du tout contradictoire. Ça fait partie de la même politique. C'est pour ça que c'est quelque chose de très difficile à cerner. Savoir pourquoi, quand, et même en comparant les différentes interventions et tout. Bon, c'est l'histoire aussi des moines de comment ça s'appelle voilà. Est-ce que c'est une bavure? Est-ce que c'est... difficile de se positionner, c'est difficile d'avoir des données concrètes, vérifiables, mais pas simplement au niveau de la donnée et du fait, dans un processus. Ça, il faut du temps. Si vous avez d'autres questions, ou bien vous avez faim, j'entends quelqu'un qui dit tout doucement oui. Bon, je vous remercie de votre présence. J'espère que ça n'a pas été trop lassant pour vous. Je vous souhaite un bon appétit et puis n'oubliez pas de bien vous couvrir parce que dehors il fait froid. Là on était bien au chaud là. C'est agréable d'être au chaud. Hein. Merci.